Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Anthropocène pour un mercredi de l'Anthropocène consacré aux questions de transition alimentaire et à l'acceptabilité des nouveaux modes de consommation en marge des doctorales de la chaire Tralim. Une journée consacrée aux travaux des doctorants qui travaillent de près ou de loin sur ce sujet à Lyon et aux alentours. Et pour animer cette heure d'émission avec moi, Damien Rondepierre. Salut Damien. Salut Florian. Alors pour échanger, nous recevons trois invités qui ont tous les trois participé et organisé cette journée de la chaire Tralim. Ataberk Bakshi, bonjour. Bonjour. Alors vous réalisez une thèse en psychologie sociale au GREPS et vous travaillez plus spécifiquement sur les représentations et les pratiques sociales face à la végétalisation des pratiques alimentaires. Et vous avez notamment communiqué aujourd'hui lors des doctorales en faisant un focus sur les légumineuses dans la presse française. Marie Dantimo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes doctorante en sociologie au centre Max Weber et vous travaillez également sur l'alimentation végétale tournée vers les légumineuses et l'évolution des discours et des pratiques alimentaires, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et enfin Maxime Michaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et vous êtes un des coordinateurs scientifiques de la chaire Tralim. Vous êtes également responsable au sein de l'Institut Life de l'équipe de recherche en sciences sociales et vous vous intéressez particulièrement aux notions de culture alimentaire. Alors pour démarrer notre échange en cadrant le sujet qui va nous intéresser pendant cette heure, on parle souvent de transition alimentaire. Vous en parlez, c'est notamment le nom de votre chaire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire transition alimentaire ? Quel est l'enjeu de transition ? Quel est l'enjeu alimentaire et est-ce que c'est au singulier, au pluriel ? Maxime Michaud, pour commencer peut-être. Effectivement, déjà, c'est la première chose que j'allais dire, c'est que c'est évidemment au pluriel. Alors, transition alimentaire, de fait, comme c'est au pluriel, on peut l'entendre de plusieurs façons différentes. Un sens premier, c'est passage d'un mode d'alimentation à une autre, de façon très simple et pragmatique, changer de façon de manger. En ayant dit ça, on n'a un peu rien dit, puisque changer de façon de manger, c'est un peu ce que l'humanité a fait tout le temps, et ce qu'elle fait tout le temps. Nos cultures alimentaires, nos façons de manger, elles changent, elles évoluent, elles se transforment en permanence. Pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aux transitions alimentaires ? C'est parce qu'on est dans une situation un peu plus particulière, peut-être une première dans l'histoire. On est dans une situation où consciemment, on sait qu'on doit faire changer nos façons de manger à cause de leur impact environnemental et de leur impact aussi sanitaire. Marie Dantimo ou Ataberk Bakshi, peut-être que vous, dans vos travaux qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux de Maxime Michaud, vous interprétez la notion de transition alimentaire de façon peut-être différente ou alors avec un angle particulier ? Par exemple, moi je travaille en ce moment sur l'analyse de presse sur la légumineuse. Mais en fait, je ne travaille pas exactement spécifiquement sur la transition alimentaire, mais quand même, c'est un sujet qui émerge dans les articles de presse, surtout quand on parle de la viande et notamment les enjeux alimentaires face à la viande, c'est-à-dire, en fait, on sait très bien qu'il faut réduire la consommation de la viande et aussi sa production. Et justement, la question se pose comment on peut remplacer la viande par les protéines végétales. Et c'est un sujet qui émerge dans les articles de presse. Voilà. Oui, moi, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que d'une part, pour moi, le terme de transition, évidemment, c'est une notion très générale, très large, et qu'après, quand on la travaille concrètement en sciences sociales, en fait, on rentre dans le détail, et là, on commence à parler d'autres termes qui vont avec. On parle de changement alimentaire, par exemple, ce genre de choses. Que voilà, en tout cas, juste pour souligner le caractère très large, très vaste de la transition. Et pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est que c'est un terme qui, je trouve, retrace bien le long terme, en fait, qu'il y a derrière toutes ces questions. C'est qu'une transition, ça prend énormément de temps, et une transition alimentaire, ça prend énormément de temps, et comme le disait Maxime, c'est pas nouveau, mais là il s'agit peut-être d'une transition qui est souhaitée, mais en tout cas dans le certainement long terme. On va revenir tout au long de cette heure sur les différentes façons d'aborder la transition alimentaire et ses nécessités, mais juste pour continuer l'introduction de cet échange, cette chaire Tralim, est-ce que vous pouvez nous dire par qui elle est constituée, quel est son but, quel est son intérêt, son objectif ? Alors la chaire Tralim, elle est née d'une initiative commune, d'une part de l'Institut Life, qui s'appelait il y a encore quelques mois Institut Paul Bocuse, donc qui est une école d'enseignement supérieur en hôtellerie, restauration, art culinaire, et qui est un centre de recherche dédié à l'alimentation, c'est là où je travaille. Et d'autre part, de l'Université Lumière Lyon 2, où travaillent un certain nombre de chercheurs autour de l'alimentation.
et que ce soit chez nous bien sûr, mais aussi à l'Université Lumière Lyon 2, ces chercheurs qui travaillent sur l'alimentation sont dans des laboratoires différents, dans des UFR différentes, et ne se connaissent même pas toujours. Et donc l'idée, c'était de pouvoir donner un peu de visibilité à cette expertise sur l'alimentation en sciences humaines et sociales qui existe à Lyon. Et quels sont les différents axes de recherche que vous mettez en avant? Il me semble qu'il y en a 4, si je ne me trompe pas, au sein de la chaire. Alors, oui, effectivement, il y a 4 axes de recherche qu'on met en avant. Mais alors, ces axes, on les a créés pour essayer de diviser un peu le travail ou de se répartir. Mais en général, ils ont tendance à se recouper un peu. Les axes on en a un sur qu'on appelle dynamique alimentaire et diversité des territoires. Un autre qui s'appelle éthique et égalité d'accès à une alimentation de qualité. Un autre, gouvernance et acteurs des politiques alimentaires. Et le dernier, c'est pratique et représentation alimentaire. Donc à travers ces différents axes, vous venez croiser à la fois des questions de sciences sociales plutôt liées à la psychologie sociale, aux sciences cognitives, à la sociologie, et à la fois plutôt à la science politique, voire au marketing derrière, c'est bien ça ? Oui, toutes les sciences humaines et sociales peuvent être représentées. C'est-à-dire, effectivement, pas seulement les sciences sociales, même si elles ont peut-être une petite dominance du fait de l'histoire de l'université. Mais on a effectivement du marketing, sciences de gestion, et géographie aussi, qui sont très présents, et notamment à travers le laboratoire d'études rurales, qui est un acteur important sur ces questions. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on est sur une radio qui s'appelle Radio Anthropocène. Anthropocène, c'est donc l'époque dans laquelle on vit actuellement, qui comporte un certain nombre d'enjeux. Et parmi ces enjeux, celui de la transition alimentaire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, la nécessité et la conscience que l'on a aujourd'hui de cette transition alimentaire? Pourquoi est-ce que c'est important de changer nos modes de consommation alimentaire aujourd'hui? Marie Dantimo, peut-être. Je commencerai peut-être par vous dire que justement pendant ces doctorales, j'ai été contente de voir que la première personne qui intervenait, Christelle Guichard, elle est venue avec une communication qui s'intitulait « Quand l'idéal des éleveurs s'effondre » et j'ai été contente qu'on commence la journée en parlant d'agriculture, en me disant voilà, on va peut-être pas être très nombreuses à parler d'agriculture parce qu'on est plutôt sur les pratiques alimentaires. Et donc ce que je pourrais peut-être répondre en premier, c'est cette question d'une transition qui n'est pas seulement une question de pratique alimentaire, même si c'est ce sur quoi, par exemple, je travaille à Taberg aussi, mais c'est quelque chose qui touche à des sphères très larges, par exemple l'agriculture, mais aussi tout ce qu'il y a en aval et en amont d'ailleurs. À Taberg, Bakshi, vous voulez peut-être réagir ? En fait, j'ai pas beaucoup de choses pour ajouter, mais par exemple... En fait, justement, les transitions, comme terme, c'est assez large qu'en fait, on peut aborder par beaucoup de manières, justement. Et dans ces doctorales, on a eu vraiment l'occasion d'en discuter de façon approfondie. Et en fait, c'était la première fois en fait, qu'on s'était retrouvés justement pour parler de l'alimentation et sur la transition alimentaire spécifiquement. Et les discussions ont été assez enrichissantes. Et Maxime Michaud, justement, sur cette dimension, sur cette causalité de nos modes de consommation alimentaire actuels, sur ce qu'est l'Anthropocène et comment et pourquoi est-ce qu'on doit les faire évoluer pour s'adapter à cette période? Alors, quand on regarde les objectifs de développement durable qui ont été créés notamment par les Nations Unies, si on les prend tous, on va trouver un lien avec l'alimentation. Je me suis amusé à le faire juste pour voir, et pour chaque objectif de développement durable. En fait, l'alimentation, elle recoupe absolument toutes les activités humaines à un moment donné. Et donc aussi, elle impacte l'environnement, la santé, mais aussi l'éthique, le bien-être. On parlait des agriculteurs, eux-mêmes sont directement touchés, sont même les premiers touchés, parfois par certaines pratiques agricoles. Donc comme notre alimentation impacte toutes ces dimensions, forcément, faire changer notre alimentation, ça peut aussi faire changer, que ce soit en termes d'impact carbone, c'est celui qu'on met le plus en avant, puisque les discours sur le réchauffement climatique sont les plus importants, mais pas que, il y a aussi, comme je disais, des problématiques de santé, il y a des problèmes d'impact sur les sols, de biodiversité, qui se recoupent.
Et tout à l'heure, vous expliquiez, Marie a expliqué que l'aspect de la transition alimentaire permettait de voir ça sur le temps long. Vous expliquiez qu'il y avait plusieurs formes de transition, plusieurs transitions alimentaires. Est-ce que vous pourriez faire un petit retour sur les autres formes de transition alimentaire qu'il y a pu y avoir à la fois dans l'histoire, alors je pense notamment à l'alimentation carnée, mais également sur des aires culturelles autres que celle qui est la nôtre, c'est-à-dire de sortir un peu de cet ethnocentrisme qui est le nôtre, peut-être avec votre point de vue d'anthropologue. Oui, effectivement. La première grande transition alimentaire à laquelle on va penser, c'est bien sûr le passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés agro-pastorales qui a eu lieu dans une grande partie du monde, en tout cas au moins en Mésopotamie, puis en Europe. J'ai tendance à faire aussi attention en disant ça, puisque les chasseurs-cueilleurs, il y en a encore et il y en a eu pendant longtemps. On n'est pas sur un passage universel. Mais c'est quand même une des modifications importantes qui a complètement transformé de fond nos façons de manger, même une autre façon d'être et d'exister. Mais c'est pas la seule. Il y a, pour revenir beaucoup plus près temporellement, mais aussi localement, il suffit de regarder un petit déjeuner aujourd'hui. Si on a dedans du cacao, du chocolat, des choses comme ça, tout de suite on voit l'influence qu'a eu les grandes découvertes et l'importation de nouveaux produits sur la transformation de nos habitudes. Alors vous avez vous avez déjà commencé un petit peu à en parler. Les transitions qui nous intéressent aujourd'hui sont notamment se tourner vers une alimentation plus végétale, moins carnée. Cependant, je suppose que vous n'êtes pas hermétique à l'actualité politique du moment. On voit une montée de l'extrême droite assez importante, qui est soutenue aussi par une culture, un contexte, disons réactionnaire sur l'identité culinaire de notre pays. Moi j'ai plein d'images en tête, que ce soit sur les réseaux sociaux, même dans les médias traditionnels, dans la presse, qui vantent une alimentation carnée, éventuellement masculiniste. On a l'impression que l'idée qu'on se fait de la transition alimentaire vers une alimentation végétale qui était en cours prend un sérieux coup d'arrêt à travers ce mouvement, cette réaction politique. Lequel d'entre vous voudrait réagir sur cette question-là, et quelles sont vos opinions et votre ressentiment sur ce mouvement? Ouais. En tout cas, je pense que ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est souligné, c'est la dimension identitaire de l'alimentation. Évidemment, l'alimentation, c'est quelque chose de multidimensionnel, mais effectivement, c'est une des choses qui est forcément à questionner quand on veut parler de transition, c'est de questionner les identités qui sont véhiculées par les différentes façons de s'alimenter. Effectivement, alors je ne sais pas si... tout à l'heure, Atta a parlé, je connaissais pas ce terme de gastronativisme, j'ai lu ça. Et donc, c'est sûr que, par exemple, concernant les perspectives de végétalisation, alors j'aurais pas de référence. Mais le gastronativisme, nous non plus, on ne le connaît pas, et je suis pas sûr que nos auditeurs non plus. Est-ce qu'on peut l'expliquer, le définir? Oui, après, en fait, c'est-à-dire simplement de s'approprier un produit alimentaire et en fait utiliser pour des objectifs de nationalisme. En fait, on peut l'appeler également gastronationalisme. Si je donne un exemple, par exemple en 2019, Donald Trump, il avait organisé une soirée dédiée en fait à la célébration de la victoire d'une équipe de foot avec le fast-food. En fait, avec les burgers de McDonald's, de Burger King dans la Maison Blanche. Et par exemple, ça, c'est un exemple de gastronationalisme, l'appropriation d'un objet alimentaire et l'utiliser pour promouvoir une identité nationale. Et donc, là, on serait dans une identité, dans un gastro-nationalisme à la française, en quelque sorte. C'est ça que vous vouliez dire, Marie? En tout cas, ce que je trouvais intéressant dans cette notion-là, que j'ai découverte avec sa présentation tout à l'heure, c'était justement à quel point elle soulignait comment l'alimentation pouvait porter une identité culturelle, politique, potentiellement réactionnaire, ou voilà, en tout cas très politique. Et concernant les perspectives de végétalisation, moi c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais creuser dans cette thèse, c'est d'essayer de questionner comment
simplement de questionner le lien entre viande et un potentiel modèle masculin, viril, traditionnel. C'est pas nouveau en sociologie que cette focalisation sur la protéine, elle est liée, principalement la protéine animale, la viande rouge, etc., qu'elle est liée à des valeurs d'un modèle masculin traditionnel. Et du coup, justement, le revers, ce qui vient avec ça, c'est que cette association symbolique entre alimentation carnée et modèle masculin, elle vient avec forcément, du coup, l'association symbolique entre une alimentation végétale qui serait plutôt tournée vers les femmes, avec notamment, je pense que c'est pas nouveau de mentionner ça, mais cet imaginaire un peu fabulé vous voyez, je vais parler du tofu, du soja, cette question des oestrogènes, etc., qui parfois prend de l'ampleur dans les discours. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui. Et vous, Ataberk Pachi, comment est-ce que vous analysez le rapport qu'a la presse, parce que je crois que vous vous intéressez à ça dans vos travaux, à la presse, à cette question justement de l'alimentation carnée, et comment est-ce qu'elle est traduite, et végétale aussi, et comment est-ce que ça se traduit dans les articles de presse ? Oui, en fait, j'avoue que quand même, je suis en phase d'interpréter en fait mes résultats. Donc, je continue encore mon travail, mais quand même, jusqu'à maintenant, je peux quand même constater qu'il y a un investissement majeur de la presse de droite en fait en le sujet d'alimentation. Mais en fait, c'est juste parce que j'étudie justement les périodes 2018-2023. Donc, il y a quand même beaucoup d'articles de Figaro qui sortent, notamment sur le sujet de soja. Mais je pense que pour dire et pour partager des résultats complet, c'est assez tôt. Et est-ce que, je me permets juste de rebondir là-dessus, est-ce que sur les questions du genre, il y a une répartition des types de recettes qu'on peut trouver, par exemple, dans la presse féminine ou dans la presse masculine ou dans la presse qui n'est pas censée être genrée, plutôt mainstream? Est-ce qu'on voit des distinctions? Est-ce que vous avez pu en apercevoir ou en tout cas peut-être émettre une hypothèse là-dessus? En fait, moi, je me focalise plutôt sur la presse nationale, c'est-à-dire le Figaro, Libération, Le Monde, et 3 d'autres journaux aussi. Mais en fait, je n'ai pas vraiment fait attention pour cet aspect de genre. Alors que, par exemple, il y avait beaucoup de recettes, mais je ne les ai pas inclus dans mon analyse parce que les recettes sont plutôt sur les pratiques alimentaires elles-mêmes, mais moi, je me focalisais plutôt sur le discours et les représentations autour d'un objet qui est les légumineuses. Marie, vous vouliez réagir ? Oui, là je me décale un peu par rapport à la question de la presse, mais je me disais que si on voulait réfléchir à des types de contenus et à analyser leur dimension genrée, justement par rapport à cette question de la viande et de l'identité, etc., je pense que... voilà, j'aurais tendance à dire que ce serait intéressant d'aller regarder plutôt des choses qui sont sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos, parce que en tout cas de l'expérience que j'en ai, j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette répartition genrée des recettes, en tout cas des modes de consommation, d'alimentation, de cuisine entre les hommes et les femmes, et une alimentation plutôt tournée vers la protéine animale et une autre plutôt végétale. Après, bien sûr, c'est pas une règle, c'est plutôt une régularité. Mais voilà, j'ai l'impression que ce serait plutôt ce type de contenu qui serait intéressant, avec en fait le biais même en amont, qui est que dans tous les cas, je vais le dire un peu bêtement, mais l'alimentation c'est quand même un peu considéré comme une chose pour les femmes, et en fait je pense que de façon générale le contenu, que ce soit les recettes, les blogs, les vidéos, YouTube, Instagram, TikTok, etc., je pense que quand même la majorité de ce contenu qui est porté sur la cuisine est porté par des femmes plutôt que par des hommes. Maxime Michaud, vous, à la chaire Tralim et à l'Institut Life, comment est-ce que vous interprétez cette question-là d'une sorte de bataille culturelle qui se porte sur la question alimentaire et dont la question alimentaire est un pilier dans la bataille politique et culturelle qui se joue actuellement ? Alors d'une part, il faut souligner que ça a toujours été. C'est-à-dire que l'alimentation est effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, une forme d'identité. Alors identité, c'est un terme qui peut vouloir un peu tout et rien dire, qui est même d'ailleurs critiqué par certains chercheurs en sciences sociales. Mais en soi, c'est effectivement vecteur de quelque chose et ça a toujours été, dans un sens comme dans l'autre. Et ça peut avoir des côtés
qu'on pourrait considérer comme positif ou comme négatif. Alors on ne parle pas trop de positif et négatif quand on est chercheur, mais quand même, quand on parle de créer du lien ou d'en détruire et d'en opposer, je pense qu'on peut se permettre de le dire. Et par exemple, alors tout de suite on va avoir l'image effectivement de critiques ou de ces banquets franchouillards volontairement avec du porc pour exclure de manière ostensible une partie de la population, ou des discours racistes de certains personnages politiques autour de la présence de viande halal dans les supermarchés. Ça, c'est des discours qui sont faits pour opposer. Mais cette question de l'identité alimentaire, elle peut aussi faire le contraire. Il suffit de penser, vous avez peut-être participé, moi ça m'est arrivé, à des banquets interculturels où il y a des gens qui ne se connaissent pas et chacun fait une recette de son pays et l'amène. C'est souvent, on s'auto-caricature un peu d'ailleurs dans ces cas-là. Et ça fait des objets de discussion et ça crée tout de suite du lien, de l'échange de manière assez forte. Donc on peut aussi, à travers cette affirmation, créer du discours, du dialogue, et c'est ça que j'ai plutôt envie de mettre en avant. Et comment on fait pour travailler là-dessus à Lyon, à l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse, donc Lyon, les Bouchons, Paul Bocuse, c'était pas quelqu'un de particulièrement connu pour sa cuisine végétalienne. Comment est-ce qu'on travaille ici sur ces questions-là ? Lyon est aussi la première ville où il y a eu un restaurant végétarien, même vegan étoilé. Donc on n'est pas que dans cette image-là. Et tout cela est complémentaire. Alors bien évidemment, mais il ne faut pas mettre Paul Bocuse à la mauvaise époque. Je pense que la question du végétal n'était pas forcément beaucoup mise en avant. Et pour autant, c'était un excellent cuisinier du végétal aussi, qu'il maîtrisait à merveille, même si la viande était au cœur des plats, comme c'est le cas dans la plupart de la gastronomie française, où la viande est au cœur. Et le reste, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, on met en avant. Mais l'Institut Life, comme je l'espère, beaucoup d'écoles et de lycées hôteliers, vit dans son époque. C'est-à-dire qu'on a maintenant beaucoup d'enseignements autour du végétal, autour de la composition d'une carte, autour de l'équilibre alimentaire, l'équilibre nutritionnel. Et tout ça, ça ne nuit pas. Au contraire, ça crée de la nouveauté, c'est des sources d'innovation, c'est des sources de nouveaux goûts. Et tout cela peut être compatible. Comme pour rebondir sur cet aspect de la pédagogie à une nouvelle alimentation, à une nouvelle façon de faire, comment est-ce que vous vous y prenez ? Est-ce que vos recherches en sciences humaines et sociales infusent les professeurs qui n'étaient pas forcément acclimatés, qui n'avaient pas forcément dans leur modèle alimentaire cette appétence, dirait-on, pour la cuisine végétale ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui portent ces projets-là ? Comment est-ce que vous arrivez à le mettre en place en fait, au sein d'une école et dans les pratiques pédagogiques au quotidien ? Alors il y a deux choses. Déjà, avec les professionnels, il faut savoir que les professionnels travaillent souvent avec le centre de recherche sur des projets d'innovation. C'est-à-dire qu'on va aller piquer certains de nos chefs pour nous aider. On a des chefs aussi dans l'équipe innovation du centre de recherche, mais souvent on se fait aider parce qu'on a des professionnels et des experts excellents, que ce soit en cuisine, mais aussi en pâtisserie ou en mixologie, en sommellerie. Donc ils viennent travailler avec nous parfois sur certains sujets. Et donc de ces interactions naissent forcément des intérêts différents. J'ai un projet par exemple sur la fermentation. On a 2 chefs à l'Institut qui sont passionnés de fermentation, on a des échanges autour et du coup on s'alimente les uns les autres et du coup ça nous aide à aller dans une autre direction. Et puis il y a eu aussi une démarche très volontaire de la direction. J'ai un collègue, je peux citer son nom, Nicolas Tête, qui est nutritionniste de formation et qui a ce rôle dans l'Institut de former les étudiants aux sciences de l'alimentation en général. Et donc il a aussi accompagné nos chefs, avoir une cuisine un peu plus durable, un peu plus saine, parce qu'eux-mêmes ont besoin d'apprendre. Ils ont travaillé dans des contextes très différents. Certains sont très au courant et en pointe sur ces sujets et d'autres un peu moins. Mais tous sont volontaires en général et vivent dans leur époque. Et je me permets également de rebondir sur ce que vous disiez juste avant, sur la question du partage des repas. Vous faites une place, je trouve, à cet aspect de commensalité, c'est-à-dire de partage d'un même espace social, avec des liens sociaux qui se tissent. Ça, il me semble que vous l'avez observé, ou en tout cas, il y a une docteure maintenant en sociologie l'a étudié il n'y a pas très longtemps sur la France et l'Australie. Est-ce que vous avez des indications là-dessus sur la place de la commensalité dans cette disons, socialisation à l'alimentation végétale, ou en tout cas, ou alors à d'autres formes d'alimentation d'un point de vue culturel ? Dans tous les cas, nos habitudes alimentaires, elles viennent des autres. Donc, c'est-à-dire qu'on est d'abord de nos parents la plupart du temps, quand on a été socialisé dans un cadre familial, ce qui est le cas de la majorité, en tout cas dans notre culture.
Donc on apprend de ce qu'on observe des autres, de ce que nous disent les autres, et y compris les gens qui ont eu il y a des étudiants de l'Université Lyon 2 en anthropologie dans licence il y a quelques années qui avaient fait un travail et je les avais accompagnés et ils avaient étudié des parcours de gens qui étaient devenus végétariens, végétaliens et systématiquement apparaissait à un moment un contact, une autre personne. C'est quelqu'un parce qu'ils étaient en colloque avec un végétarien, ils se sont rendus compte que c'était possible ou parce qu'ils en discutaient. Et même après, ils parlaient de chez eux, quand ils revenaient, parfois ça avait fait évoluer les pratiques familiales, parfois non, mais ça avait créé du dialogue. C'est-à-dire que ne pas avoir les mêmes pratiques, c'est pas forcément ne pas se parler ou avoir un espace commensal où la commensalité disparaît, parce que ça génère du dialogue, de la discussion. Ah oui, tu manges pas ça, mais pourquoi tu manges pas ça ? Et du coup, ça tu y manges ou pas ? Et ça crée plein de discussions et d'échanges. Et ça fait partie de la commensalité. Et est-ce que c'est quelque chose il me semble que Marie, vous travaillez sur le fait d'aller vers un régime végétarien ou en tout cas végétalien avec les légumineuses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez dans vos résultats et dans vos recherches doctorales ? Alors, je n'ai pas de résultat, donc je ne peux pas répondre avec une question de résultat. Par contre, effectivement, c'est quelque chose que je recherche, que j'ai envie d'étudier. Parce qu'effectivement, on disait l'alimentation, elle est multidimensionnelle, elle a une dimension sociale et interactionnelle considérable. C'est ce que vient de dire Maxime. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je dirais de deux façons. Premièrement, parce que je m'intéresse à la question des trajectoires de vie et comment elles peuvent amener un régime alimentaire à évoluer. Par exemple vers une alimentation plus végétale, par exemple vers plus de légumineuses ou vers d'autres choses. Et en fait, dans ces trajectoires, une trajectoire, ça se fait pas tout seul ou toute seule. Une trajectoire, c'est souvent des rencontres, des transitions de vie, être dans un foyer, pas pour tout le monde évidemment, mais être dans un foyer par exemple et en partir, se retrouver dans d'autres espaces sociaux, dans d'autres groupes sociaux, je sais pas, plus ou moins militants, des milieux d'études, etc. Et donc il y a des cycles de vie comme ça qui font que on va avoir un rapport qui évolue avec notre alimentation. Et ces trajectoires, c'est aussi des rencontres, ensuite des rencontres amicales, amoureuses, des divorces, des enfants. Enfin, voilà. En fait, c'est difficile de questionner l'évolution de l'alimentation, des régimes alimentaires, sans questionner comment ça se fait avec les autres, comme dit Maxime. Et oui, justement, donc, depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'un mouvement qui était plutôt réactionnaire, qui prônait une vision carnée de l'alimentation. Là, vous le dites, il y a également des trajectoires sociales qui permettent de transitionner alimentairement. Et on le voit en fait un peu partout, que ce soit dans les villes, dans les campagnes, il y a plein d'initiatives, ça se multiplie, que ce soit sur des questions productives, que de restauration ou même de distribution, qui prônent des visions alternatives de l'alimentation. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu une image, un panorama de cette mouvance-là et est-ce qu'elle est significative à l'échelle nationale ? Je m'adresse à tous les trois, si quelqu'un a une réponse. Alors, c'est un peu compliqué parce que, comme vous le soulignez à travers votre question, on le sent dedans, c'est très flou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des positions parfois un peu différentes. Il y a différentes formes. Et même dans la façon de questionner ces mouvances, comme vous le dites, en recherche, on a des termes différents. Il y a la question du tiers-lieu nourricier, la question des maisons de l'alimentation, la question des espaces, des systèmes alimentaires alternatifs. Il y a plein de termes différents qui vont à chaque fois montrer des choses un peu de façon avec des nuances. Certains vont inclure, par exemple, de manière très forte la question de l'accessibilité, de l'égalité alimentaire, et donc vont s'orienter vers des publics plutôt précaires en essayant de valoriser une alimentation de qualité et accessible. D'autres vont se focaliser surtout sur la promotion d'une alimentation qui a un faible impact environnemental, et parfois ça va rester dans des milieux sociaux assez fermés en quelque sorte, sans que ce soit la volonté initiale. Donc on a comme ça une diversité d'acteurs, une diversité de positions, une diversité de politiques aussi, et qui va influer sur ces acteurs, parce que ces acteurs doivent souvent répondre à des appels à projets pour être financés, donc devoir adapter leur discours à des attendus politiques. Donc et ces financements peuvent venir du national, du local. À Lyon, on est bien placé pour voir cette différence, puisque selon qu'on s'adresse à la ville ou la métropole, ou alors à la région, ou alors à l'État, enfin encore actuellement, on a des interlocuteurs qui ne sont pas du tout positionnés de la même façon, qui n'ont pas les mêmes lignes politiques, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux, et donc les discours vont devoir être différents. Est-ce que cette diversité,
cette diversité d'acteurs dans cette transition alimentaire, elle n'est pas permise par un terme qui est fréquemment utilisé dans tous les enjeux de transition alimentaire, qui est celui de démocratie alimentaire. On entend assez souvent dans le monde associatif qu'on a pu rencontrer. Il me semble qu'aujourd'hui, vous avez eu des présentations sur les questions de démocratie alimentaire. Marie ou Ataberk, est-ce que vous pourriez en dire quelque chose sur cette question de la démocratie alimentaire? Quels sont les enjeux en fait de la démocratie alimentaire, que ce soit sur les populations plus vulnérables, mais également sur un accès de manière plus démocratique à d'autres formes d'alimentation? Justement, je pense à la présentation de Manon Lalliot qui parlait des nouveaux espaces de la démocratie alimentaire. Moi, j'ai bien aimé parce qu'elle a rappelé qu'on parle beaucoup justement de démocratie alimentaire, mais en fait, souvent, on utilise un peu ce terme pour parler de tous ces enjeux en fait derrière la transition, mais on l'utilise presque un peu comme un synonyme plus ou moins de justice alimentaire, de souveraineté alimentaire, de transition alimentaire aussi par exemple, et que donc c'était un petit peu un agrégat de beaucoup d'enjeux, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que oui, très rapidement quand on parle de transition alimentaire, donc on va parler par exemple concernant ma thèse de végétalisation, des choses qu'il faut changer, et très rapidement on sait aussi que tout le monde ne peut pas changer de la même façon, que tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions de vie, etc. Et que changer pour une alimentation plus durable, ça ne se fait pas en claquant des doigts de la même façon pour tout le monde. Et donc, c'est aussi Alban Berneuil-Fouillé qui a rappelé, qui travaille sur 4 initiatives citoyennes dans la métropole de Lyon qui travaillent à la démocratie alimentaire. Eh bien, elle a souligné qu'en fait, toutes ces initiatives n'ont pas les mêmes objectifs, que certaines justement sont plus ou moins portées sur des publics en précarité, d'autres qui vont favoriser, je sais pas, la question du lien, etc. Et moi, ce que j'ai pu voir aussi sur des terrains antérieurs, c'est que toutes les initiatives citoyennes qui sont portées ne sont pas toutes déjà donc n'ont pas toutes ce même objectif, mais ne sont pas toutes non plus en capacité de travailler avec ces différents publics, parce que travailler avec des personnes qui sont en précarité, c'est un travail spécifique, mais en tout cas c'est sûr que c'est une question qui ne peut pas être mise de côté quand on parle de transition alimentaire, parce qu'elle arrive tout de suite, juste derrière. Et Maxime Michaud, vous parliez tout à l'heure des dimensions politiques. Je pense notamment au plan d'alimentation territoriaux, au PAT. Comment est-ce qu'en fait, déjà dans notre PAT local, est-ce qu'il y a cette dimension-là? Comment est-ce qu'elle est mise en avant, si vous avez les informations à ce titre-là? Alors j'en ai assez peu parce que c'est peu mes sujets de recherche. Il faudrait plutôt demander à Béatrice Maurine qui est aussi partie prenante de la chaire et qui est plutôt spécialiste de ces questions. Mais le PAT local essaie en tout cas c'est beaucoup appuyé sur le milieu associatif pour essayer de les faire travailler ensemble, en essayant justement de joindre toutes ces questions, de ce que j'en ai vu dans certaines réunions, en incluant la question de l'accessibilité, de la précarité. D'ailleurs la ville de Lyon avait financé un projet sur la précarité étudiante qui a été mené par la chaire Tralim, où le but c'était d'essayer de donner une aide aux étudiants, mais sous forme de gonette, qui est une monnaie locale, avec une étude d'impact pour voir comment évoluaient les comportements en fonction du type d'aide qui était donnée. Et à Taberk, est-ce qu'un autre type d'acteur, vu qu'on est en train de tous les faire, est-ce que les médias, la presse, sont des accélérateurs ou permettent de prendre conscience de ces éléments-là? Comment est-ce que vous le voyez, vous, dans une thèse de psychologie sociale, la place que peuvent avoir des acteurs tiers comme la presse et les médias dans ces enjeux-là? Oui, en fait, d'abord, il faut que je précise quand même, en fait, dans notre approche qu'on utilise en psychologie sociale, ça diffère un peu de la psychologie générale, c'est-à-dire on n'est pas dans une démarche très quantitative avec des motivations individuelles, mais au contraire, on travaille sur la circulation des connaissances, des savoirs. Et justement, les médias participent à cette circulation, aussi en utilisant les réseaux sociaux, surtout parce que la presse nationale, elle n'est pas seulement papier en fait. Ces connaissances sont diffusées dans les canaux de médias comme les réseaux sociaux, la télévision, les radios.
Et justement, les médias participent à la création des idées. Mais en fait, on ne peut pas dire que les gens sont des récepteurs passifs de ces connaissances. Du coup, tout le monde s'approprie ces savoirs, ces connaissances qui sont diffusées dans les médias. Marie Dantimo, vous vouliez réagir? J'étais en train de repenser à la question initiale et je pensais juste au fait que il me semble que même si, comment dire, s'il peut y avoir une apparente contradiction entre les enjeux de transition et le fait de faire avec tout le monde, je crois quand même qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs qui tiennent un discours politique, je pense par exemple au grenier d'abondance. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la démocratie alimentaire, donc c'est un peu à l'état embryonnaire ce que je dis, mais qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui portent un discours politique qui inclut vraiment ces deux enjeux ensemble, c'est-à-dire la question de manger mieux, on va le dire simplement, et ces questions de précarité, etc., et de faire avec tout le monde. Et d'ailleurs, quand on dit avec tout le monde, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en parlant d'agriculture, c'est que c'est aussi de faire avec les agriculteurs et les agricultrices, qui d'ailleurs sont pas non plus exemptes de situations de précarité. Voilà. Et donc l'idée, c'est de prôner un système alimentaire qui rende compatibles, et même plus que compatibles, mais qui rendent indissociables tous ces enjeux-là. Et je pense par exemple à la question de, encore une fois je ne suis pas spécialiste, mais de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet de grande ampleur, on va dire, enfin en tout cas qui porte vraiment un fort message politique. Je conseille d'aller chercher plus à ce propos. J'ai juste une question naïve, vous avez utilisé le terme manger mieux, et c'est un peu ce dont on parle depuis le début, mais on n'a pas vraiment défini en réalité ce qu'était manger mieux et par rapport à quoi? Alors, je dirais simplement que c'est pour ça que je l'ai dit un peu entre guillemets, manger mieux, c'est que ça a une charge normative considérable. Manger mieux, ça veut dire qu'on mangeait pas bien avant. Voilà, ce qui fait débat, évidemment. Mais en tout cas, c'est souvent une formule un peu consacrée qu'on entend dans les politiques publiques, dans le sens commun, tout simplement, ou dans la bouche d'un certain nombre de personnes, évidemment. Et c'est vrai que c'est bien parce que on se dit c'est simple, on comprend, mais ça efface un petit peu la charge normative. Donc c'est compliqué, manger mieux, parce que j'aurais envie de répondre des trucs très simples dont on a parlé depuis le début. Manger moins de viande parce que ça fait beaucoup d'émissions de CO2. Manger des choses qui sont meilleures pour la santé. Manger moins de pesticides parce que les pesticides qu'on mange, ils sont pas très bons pour nous, mais ils sont pas non plus bons pour l'environnement. Et l'environnement, c'est un peu nous aussi d'ailleurs. Voilà. En tout cas, je ne vais pas faire une liste de ce que ce serait manger mieux, mais je voulais souligner un peu ça. C'est pour rebondir sur cette question, on parle souvent également d'alimentation de qualité, et quelle qualité on prend en compte? Est-ce qu'on prend en compte la qualité nutritive, la qualité gustative, la qualité de santé? Oui, en termes de santé, ou tout simplement la qualité des produits en termes visuels, tels qu'ils ont été bien impactés par l'agro-industrie et l'agro-écologie depuis quelques années maintenant. Maxime Michaud. Alors là, d'un point de vue de chercheur, justement, il y a deux façons de prendre en compte cette donnée. Ces deux façons, on les mène en même temps. Quand on fait des recherches, déjà, c'est de prendre en compte, surtout en tant qu'anthropologue, le point de vue des acteurs. C'est-à-dire ne pas arriver en disant « voilà comment il faudrait manger ». Et on va voir comment vous le comprenez, comment vous le prenez en compte, mais dire déjà, pour vous, qu'est-ce qu'une alimentation de qualité? Comment vous aimeriez manger dans un idéal vers où vous voudriez aller? Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. En tant que chercheur, on est souvent un peu moins normatif, en tout cas que des associations, que des acteurs qui, eux, sont engagés. Et c'est normal, s'ils ne peuvent rien faire, si à un moment, ils ne se donnent pas une définition. Nous, on peut se permettre d'être un peu plus en garde et de regarder qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bien manger. D'ailleurs, il y a une doctorante, il faut que je regarde son nom, mais qui a présenté aujourd'hui quelque chose sur cette question. Elle a travaillé avec des familles, elle demandait aux enfants qu'est-ce que c'est pour vous bien manger. Et il y avait plein de définitions différentes. Et effectivement, ça peut aller du goût, mais ça peut aussi inclure le temps social. Bien manger, c'est quand on est devant la télé avec mes parents et qu'on mange des pizzas, c'est super sympa, on passe un bon moment. Je donne un exemple complètement bateau. Voilà. Et l'autre point de vue, par contre, en tant que chercheur, c'est de prendre en compte des données concrètes. Donc se dire, on parle de bien manger selon tel ou tel critère. Donc bien manger, c'est pas forcément le bon terme, parce que bien, ça a une connotation morale. En tout cas, d'avoir une alimentation plus responsable, plus durable. Et là, par exemple, on peut s'appuyer sur des données fiables. Moi, je m'appuie souvent sur le rapport du Eat Lancet,
qui est une espèce d'équivalent du rapport du GIEC, mais centré sur la question de l'alimentation. Et donc dedans, il y a des données et des recommandations sur quel type d'alimentation aurait un impact moins important. Donc je m'appuie là-dessus puisque c'est les données qui font consensus scientifique. Bien sûr, si la science évolue et a des données nouvelles, peut-être que ces données-là seront dépassées et on en aura des nouvelles. Justement, vous parliez du fait de manger devant la télé. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, aujourd'hui, on est dans une ère qui est de plus en plus numérique. La numérisation, ça, donc, manger devant la télé, c'est le cas typique quand on commande, par exemple, nos pizzas sur Uber Eats, pour ne citer que. Comment est-ce que cette interface numérique aussi nous éloigne en fait de ce rapport à la nourriture ? Peut-être que ça soit aussi notre rapport au fait de faire à manger, de se poser la question de ce qu'on mange, et du coup nous éloigne de cette notion peut-être de bien manger. Est-ce que ce moment qu'on vit aussi, cette transition numérique, n'est pas un facteur aggravant ou compliquant de cette transition alimentaire ? Je pose des questions auxquelles personne n'a envie de répondre, je crois. Marie, vous vouliez répondre ? C'est juste que je pense à plusieurs choses à la fois. Alors, je voulais voir si quelque chose sortait de mes collègues et compléter ensuite. Mais je trouvais ça intéressant. Aujourd'hui, on a un peu posé la question. Bon, je vais la formuler à ma façon. Mais est-ce que la question de la durabilité est compatible avec le digital ? Parce qu'on a quelqu'un qui est venu nous parler de l'expérience client digitalisée au service d'une alimentation plus durable. Et c'est-à-dire voilà, une interface smartphone qui du coup serait potentiellement au service d'une alimentation plus durable. Et je crois que c'est Maxime en fait qui pose cette question, notamment sur une question d'authenticité. Voilà, est-ce que parce qu'on sait que le digital a quand même une espèce de charge symbolique. Ça sonne pas très durable, le digital. Et donc, est-ce que ça fait sens pour les consommateurs, consommatrices, toutes ces interfaces digitales, mais en même temps qui seraient potentiellement au service d'une alimentation plus durable ? Enfin, voilà, effectivement, ça n'a pas l'air d'aller forcément très bien ensemble. Je sais pas si vous voulez réagir, mais j'ai... Oui, pour compléter, le numérique, comme tout outil, il peut être utilisé de plein de façons différentes. Donc déjà, en tant que vecteur de médias, c'est sûr qu'on est abreuvé de publicités qui vont dans un sens, puis dans l'autre. Dans une même publicité, dans une même session de publicité à la radio, par exemple, on peut avoir une publicité qui promeut la consommation du bœuf et juste après une autre où à la fin on va nous dire de manger 5 fruits et légumes. Donc c'est des messages contradictoires qui peuvent arriver et les écrans ou les médias ne font que renforcer le nombre de messages. Donc de fait renforce cette espèce de cacophonie qu'on a. Mais comme tout outil, on peut les utiliser dans tous les sens. Et vous disiez diminue la cuisine. Peut-être que les outils de livraison, oui, mais à l'inverse, Marie parlait tout à l'heure des youtubeurs, des tiktokers ou instagrammeurs, ou eux, peut-être même en majorité, d'après ce que disait Marie, qui fournissent des conseils, des recettes. Et il y a aussi, j'en vois autour de moi, beaucoup de gens qui se mettent à cuisiner ou qui trouvent des idées grâce à ça. Qui disent j'ai vu cette vidéo, ça a l'air facile, je le fais. Et parfois, justement, dans des directions un peu différentes. Parce que manger différemment, ça veut dire changer notre façon de cuisiner. Et c'est un des freins très importants. Ce qui a même été d'ailleurs aussi un des facteurs de changement de la taille de la cuisine, il me semble, lié à l'habitat. Avec une conception de la cuisine ouverte et donc de plus de séparation entre le propre et le sale, et ce qui a amené donc à mettre la cuisine dans l'espace de vie et à un rétrécissement de cet espace-là. Donc effectivement, on se rend bien compte des enjeux de transition alimentaire qui dépassent en fait largement ceux de l'alimentation. Est-ce que Marie, tu veux réagir sur ces questions de dépassement en fait, de seulement sur les enjeux de l'alimentation, mais il y a également les enjeux de la production peut-être, je sais pas. Ah pardon, alors moi j'étais toujours sur le digital, donc sur le digital, non mais... Non mais juste je trouvais ça intéressant que Maxime évoque que je sais plus quelle était la formulation exacte, mais que tous ces outils numériques peuvent être utilisés de plein de façons différentes. Moi je pense notamment au-delà des recettes, etc., il y a vraiment des groupes d'échanges où on va avoir des gens qui vont arriver en disant mais bonjour, j'aimerais devenir végétarienne mais je ne sais pas cuisiner comme ça, ou mes enfants n'aiment pas les lentilles, qu'est-ce que je fais? Et après vous allez avoir des tas d'échanges autour de ça. Moi c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais étudier dans ma thèse si je peux. De voir comment est-ce que ça peut amener les gens à faire évoluer leur pratique alimentaire. Mais par contre, en termes de différents outils numériques, je pensais... alors évidemment, on a l'ordinateur, on a la télévision, mais on a aussi le smartphone. Et pour moi, le smartphone, c'est quand même quelque chose de... Alors bien sûr, on peut aussi aller sur Internet et parler avec des gens, mais ça me semble quand même être quelque chose de très personnel. Et moi, j'ai travaillé notamment sur...
utilisation de Yuka, vous savez, cette application qui nous dit ce qui est bon ou pas à manger en scannant les produits. Et je pense quand même qu'un des problèmes de la digitalisation et de son lien avec l'alimentation, c'est d'en faire un problème individuel. C'est-à-dire, alors qu'en fait, on sait bien, peut-être qu'on sait pas bien, mais en tout cas, on peut le redire, l'alimentation, c'est un enjeu collectif. Et le fait de le faire passer par le smartphone, par la main de la personne qui va acheter, qui va cuisiner, qui va manger, ça en fait quand même quelque chose de très individuel et de très, vous voyez, sous couvert d'autonomie. En fait, c'est quelque chose de responsabilisant et ça reste quelque chose de problématique à mes yeux. Même si ça peut être des outils qui apparaissent intéressants, mais à l'échelle collective, après, le fait d'en faire un problème de chacun et chacune, face à son assiette, face à sa poêle et à son rayon de supermarché, ça me semble problématique. Mais vous en parlez depuis tout à l'heure. Sur la thématique du consommer mieux, du manger mieux, il y a ce rapport en fait à l'acte de faire à manger, de cuisiner. Je ne les ai pas du tout en tête, mais quelles sont les évolutions aujourd'hui dans la société française et même dans les sociétés contemporaines occidentales du rapport à l'acte de cuisiner? Est-ce que les gens ont plus tendance à cuisiner qu'avant? Est-ce que c'est l'inverse? Qu'est-ce que nous disent les études là-dessus? Alors malheureusement, j'ai pas de données récentes puisque en général, ce qu'on utilise pour ça, c'est les données d'utilisation du temps qui sont publiées à peu près tous les 10 ans. Et j'attends encore la nouvelle version, sans que ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'on n'en a pas eu. Donc j'aimerais bien voir ces évolutions de façon plus en détail. Mais globalement, en tout cas, les études qui ont été menées en dehors de cette étude d'utilisation du temps classique de l'INSEE ont montré en tout cas une stabilisation du temps du repas en lui-même. C'est-à-dire qu'on avait une impression de déclin, il y avait même des discours catastrophistes dans les années 80-90 qui disaient c'est bon, on va bientôt manger en 10 minutes, on arrête de prendre du temps pour manger, et en fait ça ne s'est pas vérifié. C'est-à-dire qu'à un moment ça a stagné, ça a même tendance à réaugmenter le temps qu'on passe à manger. Et donc j'imagine que la cuisine va un peu dans le même sens, d'autant qu'il y a eu aussi un rapport à la cuisine qui a évolué grâce, ou en tout cas en lien avec les émissions culinaires qui ont revalorisé la figure du chef et la figure de la cuisine. Donc on a une image un peu différente de la cuisine. On est passé de la figure de Maïté à la figure de Philippe Etchebest ou d'autres qui ne sont pas valorisés tout à fait de la même façon et auxquels on ne s'identifie pas de la même façon. Et donc j'imagine que ça se ressent aussi. Et il me semble que vous avez également travaillé sur la dimension des restaurateurs qui devenaient peut-être de plus en plus militants, ou en tout cas qui intégraient vous avez fait, il me semble, certains articles sur la place des chefs qui intégraient d'autres manières de cuisiner. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Alors oui, c'est une thèse qui a été menée par Arnaud Lamy, qui était doctorant dans mon équipe, en lien aussi avec l'INRA et des laboratoires à Montpellier. Et on a travaillé sur comment les chefs se représentent la cuisine durable et plus particulièrement la place de la viande. Et donc là, on a vu différents positionnements. Certains qui disaient effectivement, pour moi, intégrer le végétal, c'est une nouvelle source d'innovation, c'est un défi. On a quand même vu beaucoup de chefs aussi dans les discussions qui avaient une position assez figé, ou en tout cas disant pour moi la viande c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intéressés par la durabilité. Beaucoup mettent en place des choses, ils disent j'essaie de privilégier le local, je fais attention à faire moins de gaspillage, mais la question de la viande ça restait un enjeu encore un peu plus dur à dépasser, et pour eux ça restait très important dans leur identité culinaire et dans leur identité de chef aussi, et y compris d'ailleurs chez les étudiants, puisqu'on a fait une partie de l'étude sur nos propres étudiants et avec ceux de Ferrandi aussi, et on s'est rendu compte que ça restait aussi un élément important. Donc pareil, on a des positions très clivées finalement. On a des positions très très engagées et d'autres au contraire plutôt, je dirais pas réactionnaires. Ceux qui sont réactionnaires sont plutôt minimes dans les échantillons, mais plutôt on va dire conservateurs. Ataberk Bachi, vous vouliez réagir ? Oui, en fait, justement, je voulais réagir sur le changement de l'acte de manger dans notre société actuelle, parce que récemment, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'accélération sociale du sociologue qui s'appelle Armut Rosa, et justement, il parlait dans son bouquin du fait qu'avec l'hypermodernité actuelle, en fait, tout est très vite. On doit se réveiller le matin, on doit aller au boulot, on doit manger vite aussi, justement le midi. Donc on achète en fait quelque chose déjà préparé, par exemple, pour cuisiner rapidement et manger. Et on rentre des fois très tard, et après on
justement fait à manger pour manger rapidement. Donc justement, il parlait aussi de l'alimentation et comment cette hyper modernité a changé nos pratiques actuelles. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle des questions de modifier son alimentation. Quelle prend la place aussi actuellement de la question en fait économique dans la possibilité d'évoluer dans ces pratiques de consommation. Est-ce que cette évolution des consommations que vous souhaitez, que l'on souhaite, est possible économiquement pour notamment les foyers les plus modestes, et quel est le coût associé à ça? On se regarde, donc je peux essayer de répondre juste en quelques mots parce que je ne suis pas économiste et donc pas spécialiste, mais par contre j'ai travaillé avec beaucoup d'associations, en tout cas j'en ai croisé beaucoup, j'ai écouté les discours et lu, et très souvent ce qui est mis en avant, c'est qu'avec un certain, en tout cas entre une alimentation basée sur des produits tout prêts, ultra transformés, une alimentation basée plutôt sur des produits frais cuisinés, on n'a pas d'augmentation de prix, voire une baisse du coût. Donc, de fait, c'est pas forcément plus cher. Par contre, donc là, je parle en termes purement financiers, mais ça demande un investissement en termes de temps. Donc, pour reprendre des termes de sociologie bourdieusienne, effectivement, en termes de capital financier, on dépense moins, mais ça demande un capital intellectuel, un capital temps qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus important et donc moins accessible. Donc, on ne peut pas réduire la question de l'accessibilité au prix. Marie Dantimo. Oui, je pensais du coup, effectivement, même si dans l'idée et dans l'idéal d'ailleurs, on peut avoir un prix, un coût équivalent, même avec un régime alimentaire qui soit plus durable. Moi, je pense qu'en fait, s'il y a des coûts cachés derrière le fait de changer son alimentation, et notamment, je pense à un de ces coûts cachés qui est quand on rate, par exemple. Parce qu'en fait, pour moi, l'innovation alimentaire, quand je dis l'innovation, c'est l'innovation de soi à soi, c'est l'innovation dans sa cuisine, j'essaye une nouvelle recette. Par exemple, une recette qui rate, ou une recette qu'on n'aime pas, une recette que les enfants n'aiment pas, par exemple, ça peut être une recette qui est gâchée. Qui est gaspillée, disons, qui est jetée. Et ça, en fait, c'est un coût concret. Je dis un coût caché, mais je veux dire, c'est vraiment littéralement un coût financier. Ou le fait, par exemple, d'acheter des produits, on va se dire, bon, je vais acheter ce tofu, je le cuisinerai quand j'aurai trouvé une recette, jusqu'à ce qu'on ne trouve pas de recette et que le tofu soit périmé et qu'il soit jeté. Bon, voilà, ça peut être, ça peut apparaître comme un point de détail, mais je pense quand même que cette envie qu'on peut avoir d'avoir des nouvelles pratiques, des nouvelles recettes, etc., en fait, elle peut coûter. On est beaucoup là sur la vulnérabilité des consommateurs. J'aimerais qu'on revienne également sur la vulnérabilité des autres acteurs de la chaîne alimentaire. On peut dire ça comme ça peut-être, mais en partant des producteurs, par exemple, je me suis fait rire tout seul. En allant voir, par exemple, la question de la vulnérabilité des producteurs, par exemple, vous parliez d'une doctorante tout à l'heure qui expliquait les difficultés, qui fait une thèse en psychologie et les difficultés, par exemple, des éleveurs, mais aussi de toutes les formes d'agriculteurs, qui peuvent avoir des difficultés psychologiques et elle étudie ces mouvements-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette vulnérabilité-là ? Alors je saurais pas forcément reprendre ce que cette personne avait amené parce que bon voilà, je saurais pas, mais en tout cas oui, concernant je parlais tout à l'heure de précarité des agricultrices, c'est pas un sujet nouveau. C'est des personnes, c'est un groupe social qui est très soumis à beaucoup de contraintes, un groupe social aussi dans lequel il y a un taux de suicide considérable par rapport à la moyenne, et en fait je pense même que la question elle est à prendre dans deux sens, c'est-à-dire que aujourd'hui je pense qu'on a besoin d'une transition alimentaire notamment pour que les agriculteurs et agricultrices vivent et travaillent dans des conditions meilleures, mais en même temps quelque part la transition alimentaire elle peut, à certains égards en tout cas, elle peut aussi questionner l'avenir et la façon dont vivent et travaillent ces personnes. Par exemple, les éleveurs. Parce que c'est vrai qu'on pense vite à cette question quand on se dit, bah oui, mais si on mange moins de viande, et il y a encore quelqu'un qui parlait tout à l'heure de ça par rapport
aux cuisines traditionnelles, vers Toulouse en Occitanie. Elle dit oui, mais du coup, quand on mange moins de viande, les personnes dont l'avenir dépend de la consommation de viande, bien sûr, ça pose plein de questions. Mais en tout cas, j'en profite juste pour vous mentionner un film documentaire récent de Nathalie Coste qui s'appelle La théorie du boxeur, qui a suivi des agriculteurs dans la vallée de la Drôme face au dérèglement climatique et à toutes les adaptations de ces personnes que ça nécessite, en bio et en conventionnel. Voilà. Et effectivement, là, vous revenez sur une deuxième forme de vulnérabilité qui est la vulnérabilité du système agricole en lui-même, avec, il me semble, un déclin énorme et massif du nombre d'agriculteurs en France, alors qu'il faudrait peut-être imaginer un nombre d'agriculteurs croissant pour correspondre aux enjeux de cette transition alimentaire de manière globale, en ayant à la fois des enjeux entre l'urbain et le rural. Maxime Michaud, peut-être que vous voudriez réagir à cette question-là. Oui, effectivement, dans tous les cas, on constate que le système agricole, il pose un gros problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a des producteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur production, qui même parfois vendent à perte, qui passent des heures sur leur travail. Et Christelle Guichert, la psychologue qui a fait cette présentation, soulignait par exemple que quand ils sont en arrêt, ils ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a personne pour les remplacer et que les animaux sont toujours là. Et ils ne peuvent pas les ignorer pendant plusieurs jours. Donc ils ne s'arrêtent pas. Et donc c'est des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Certains cherchent des associés, ils n'en trouvent pas. Et donc on a ce système-là d'un côté. D'un autre, ce système agricole aussi qui, en tout cas en grande partie, est polluant et pose des problèmes environnementaux, pose des problèmes sanitaires aussi à travers certains intrants et certains pesticides. Et donc on voit qu'il ne peut pas rester comme ça. En tout cas, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a des enjeux économiques derrière, des enjeux très importants, et que les choses sont pas toujours présentées de la bonne façon. Quand on dit et que les problèmes agricoles sont parfois mis en avant par certaines structures comme étant liés aux normes environnementales et à ces mesures. Alors qu'au contraire, si c'était fait correctement, ça devrait revenir dessus. Donc, et en même temps, vous soulignez, quand on utilise moins de pesticides, on a besoin de plus travailler le sol, plus travailler dedans. Donc on a besoin de plus de monde. Et on est dans un pays où il y a encore pas mal de chômage. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dedans aussi. Mais ça implique une chaîne de valeur qui permet du coup de vendre au bon prix. Et ça implique aussi de changer peut-être la représentation du monde agricole Complètement. Finalement, on a un peu la même chose dans la restauration. Vous savez, où il y a une crise des vocations, ils ne trouvent personne pour venir travailler. Mais forcément, c'est des métiers qui ont des images et qui correspondent souvent, malheureusement, à des réalités où on travaille sans arrêt, on travaille un nombre d'heures pas possible, dans des conditions parfois difficiles et avec des revenus qui ne sont pas à la hauteur. C'est un peu pareil pour le milieu agricole. Donc, dans ces conditions-là, on n'attire personne. Donc, il y a toujours cette tension entre créer de l'attractivité aussi et en même temps créer un modèle économique viable. Ataberk Bacci ou Marie Dantimo, vous vouliez réagir à la question agricole ? Si, moi j'étais contente que ce soit mentionné par Damien la question du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Moi j'aime bien la formule de certains acteurs qui disent il faut des paysans, il faudra des paysans et des paysannes. C'est indéniable, je pense qu'on peut même le dire au présent de l'indicatif, il faut. Et je voulais rebondir, oui Maxime. Je pensais au fait que dans ce contexte d'écologisation, de transition simplement, de nécessaire transition de tout ce système, indéniablement les agriculteurs et les agricultrices sont souvent pointés du doigt. Et c'est quelque chose qui renforce encore plus des vécus difficiles, pointés du doigt comme étant les pollueurs, quoi, effectivement, parce que c'est un système qui pollue en lui-même, en tout cas tel qu'il est actuellement, et que l'idée n'est pas d'opposer normes environnementales et agriculture, mais de les faire travailler ensemble au mieux possible pour que ce soit des choses des évolutions qui aillent une évolution qui aille de pair, quoi. Eh bien, Ataberk Bacci, Marie Dantimo et Maxime Michaud, un grand merci pour votre participation à cette table ronde. Peut-être juste pour conclure, quels sont parce que cette table ronde est organisée donc en partenariat avec la chaire Tralim, quels sont les événements à venir pour la chaire ?
Alors, on n'a pas d'événements à venir. Ou des pistes. Effectivement, parce qu'on arrive en fin d'année universitaire, donc on va construire pour l'année prochaine. Mais on aura sans doute... Déjà, la doctorale a été un grand succès. J'en profite pour remercier encore l'équipe des doctorants, dont Marie et Attaberg, qui l'ont organisée. Elle va se reproduire. On va voir à quel moment précisément, mais on va le refaire de façon régulière. Et puis, on a régulièrement des sessions de ce qu'on appelle les jeudis alimentation, santé, société à la Cité de la Gastronomie de Lyon. Il y en a un peu partout, alors je précise que c'est celle de Lyon. Et ça, c'est des choses qu'on va refaire aussi l'année prochaine, mais le programme n'est pas encore défini. Eh bien, un grand merci. Des événements, nous, sur Radio Anthropocène, on en a plein à venir, notamment dans 2 semaines, le 26 juin, on sera à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or pour une après-midi en direct et en public. On sera également ensuite à Arles pour le 3 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Valérie Didier qui me regarde, c'est bien le 3 juillet qu'on est en direct. C'est le 3 juillet, on sera à Arles pour les rencontres de la photographie. Dans le cadre des rencontres de la photographie, on interrogera tous les artistes et on sera également en public et en direct. Vous pourrez venir nous voir si vous êtes de passage à Arles cette semaine-là. Et on terminera, nous, notre saison à l'Arbrel pour les Murmures du Temps le samedi. Je dis pas le samedi 6 juillet, exactement, on me le souffle à l'oreille. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir écoutés ce soir. Merci beaucoup Damien. Merci à toi. Et donc on se retrouve le 26 juin à l'Orangerie du Parc. Bonne soirée à tous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.